Donc ce livre, j'ai commencé à l'écrire au printemps 2024, suite en effet à l'annonce de la candidature pour les Jeux d'hiver, parce que moi, j'ai vraiment pris cette annonce comme un non-sens. En me disant au quotidien avec Montagne Wilderness, je parle ou j'entends parler de tous les impacts, tous les effets du dérèglement climatique en cours sur nos montagnes, qui sont vraiment plus que perceptibles au quotidien, dans nos vies, dans nos activités économiques, dans nos activités touristiques, dans l'agriculture, nos cours d'eau, la biodiversité qui en souffre énormément. Et en même temps, je rencontre aussi beaucoup d'acteurs qui se bougent pour penser d'autres manières de vivre en montagne, repenser le modèle économique, repenser la manière d'habiter. Bref, il y a tout ce bouillonnement. Et quand j'ai eu l'annonce de ces Jeux d'hiver, je me suis dit, mais en fait, on est en train de dire que pendant 5 ans, on va se projeter sur le modèle du passé. Parce que oui, les Jeux d'hiver, ça a été un événement qui a compté dans notre histoire. On pense à Chamonix, Grenoble, Albertville. Mais là, la question, c'est vraiment, est-ce qu'en 2030, on doit faire rêver des jeunes autour des sports d'hiver dans une montagne qui est en train de fondre? Moi, ça me pose vraiment question. Parce que je pense que là, on est à une période de bascule dans nos territoires de montagne, où à la fois, on a besoin de faire évoluer notre tourisme, notre économie, peut-être même nos imaginaires de la montagne. Et je trouve que ces jeux, c'est un peu la traduction d'un manque d'imagination. C'est plutôt que se dire qu'en 2030, on fête d'autres perspectives pour nos montagnes qui soient pleinement ancrées dans les enjeux du 21e siècle. Là, on va aller fêter les sports d'hiver à coups de canon à neige, quoi. Et je trouve que c'est très pauvre. C'était quoi ton intention en écrivant ce livre? Et j'ai presque envie de dire, quel changement tu espères se voir opérer avec cet essai? Alors, mon intention, c'était vraiment d'ouvrir le débat. Parce que je pense qu'on est dans une situation où la problématique est complexe et on a du mal à se projeter demain en montagne. On a du mal à se projeter dans quelque chose de désirable. Du fait qu'on ait du mal à se projeter, on refait les recettes du passé. Je dis souvent, la transition, c'est aller d'un point A, la situation dans laquelle on est, vers des points B qu'on ne connaît pas encore. Mais si on n'arrive pas à envisager ces points B, on ne va jamais se mettre en mouvement. Et je trouve qu'on est un peu dans cette situation. Et c'est pour ça que j'ai fait le pari de la prospective, parce que moi, j'ai aucune prétention de dire voilà ce qu'il faut faire. Je pense que c'est vraiment des réflexions qu'on doit avoir sur chacun des territoires. Parce que, bien évidemment, les enjeux de transition à l'Alpe d'Huez ne sont pas du tout les mêmes qu'à Luchon, qu'au cœur de Chartreuse. On est dans des territoires totalement différents. Et donc, il faut vraiment qu'à l'échelle de notre massif, à l'échelle de notre territoire, on se dise mais comment on veut vivre demain au regard de nos particularités. Et donc, on a besoin de se projeter. Et donc, j'ai pensé ce livre en 3 chapitres où à chaque fois, on est en 2030. Parce que 2030, c'est quand même intéressant. C'est que c'est dans 5 ans maintenant. Donc, on peut voir venir, mais c'est presque demain quand même, 2030. Et en même temps, quand on voit l'accélération des dérèglements en cours, ça va tellement vite. Si on pense à la question de l'eau, si on regarde rien que dans le rétroviseur, en 5 ans, les tensions qu'il y a eu sur les ressources en eau, c'est énorme. Dans les Pyrénées-Orientales, ils ont ouvert le robinet, il n'y avait pas d'eau. En montagne, enfin voilà, c'est des choses qu'on n'envisageait pas forcément il y a 10-15 ans. Donc voilà, il y a toute cette accélération. Et donc ce livre, il est décomposé en 3 parties, en effet, selon les décisions qu'on prend dès aujourd'hui. Est-ce qu'on décide de continuer dans le modèle actuel et où finalement les Jeux d'hiver, c'est juste un prétexte pour continuer comme avant, c'est-à-dire un modèle où on recherche l'attractivité, toujours plus de tourisme, donc toujours plus de montée en gamme, donc toujours plus d'aménagement, d'artificialisation, quitte à en perdre même son identité montagne, parce que j'ai envie de dire, pour moi, vendre un événement où on skie sur la neige 100% artificielle, où la montagne n'est qu'une carte postale, c'est se déconnecter du milieu montagne. Je pense que la montagne, elle a bien plus à offrir. Mais c'est quand même une trajectoire qu'on est en train de prendre, parce que je pense qu'on a du mal à en sortir. Et puis en plus, si c'est encore un peu rentable, autant continuer. Voilà, en tout cas, c'est ce que certains pensent. Un deuxième scénario où en effet les Jeux d'hiver n'ont pas lieu, mais surtout parce que dans ce scénario, on a mieux à faire dans le sens où il y a des gros défis devant nous, parce qu'on
on n'arrive pas justement à atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Moi, ça m'a marqué en écrivant le livre, c'est que c'était encore toutes les discussions sur l'adaptation au changement climatique, la France à plus 4 degrés. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est presque devenu acceptable de dire qu'on va vivre dans une France à plus 4 degrés. Mais ça veut dire quoi dans les Alpes ? Plus 5, plus 6, plus 7 degrés, mais c'est totalement délirant. On vit pas bien dans ces conditions. Et du coup, dans ce chapitre 2, je cherche plutôt à explorer ce qui sont pour moi quand même des gros défis pour nos territoires qu'il faut qu'on travaille. La question de l'aménagement des ressources en eau, avec aussi la disparition de nos glaciers. 2025, c'est l'année internationale de préservation des glaciers. La question des risques naturels, avec même des incendies qui commencent à être de plus en plus intenses en montagne. La question aussi de l'habitabilité. Moi, j'ai écrit ce livre au moment de la Bérarde, donc forcément, ça m'a marqué quand, du jour au lendemain, un hameau qui est habité se retrouve totalement détruit. Malheureusement, il y a d'autres territoires aussi qui peuvent être concernés par ça. Et puis aussi la question, en effet, de l'énergie. On parle toujours de cette société post-carbone. Pour l'instant, en montagne, on n'est pas prêt pour cette société post-carbone parce qu'on n'arrive pas à se passer de la voiture, par exemple. Et ça veut dire quoi si on ne se prépare pas à ça ? Et donc, c'est ça que j'ai voulu explorer dans le chapitre 2. C'est plutôt, OK, on a le droit de rêver à faire des fêtes. Et on en reviendra sur le chapitre 3 où j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Mais n'oublions pas quand même qu'on a des défis devant nous et qu'il va falloir aussi s'y atteler. Et puis enfin, un troisième chapitre qui, pour moi, était vraiment le plus compliqué, mais aussi le plus motivant à écrire, c'est celui que j'ai appelé « À nous de jouer », parce que dans ce chapitre 3, je me dis, mais en fait, finalement, réinventer la montagne, c'est surtout pas partir d'une page blanche. C'est déjà valoriser toutes les dynamiques qu'il y a sur les territoires. Et en fait, moi, je rencontre pas mal de collectifs citoyens, d'associations, d'entrepreneurs, d'individus, même d'élus, qui essayent de lancer des dynamiques qui font véritablement sens. Alors que ça soit, par exemple, dans l'accueil, repenser l'accueil en montagne, comment, par exemple, le tourisme social. On n'investit plus du tout dans le tourisme social. Il y a encore 50-60 ans, il y avait des jeunes qui venaient en montagne pour profiter du plein air et découvrir, en fait, la richesse de ce milieu. Maintenant, on investit dans des nouvelles remontées mécaniques, mais on ne veut pas mettre d'argent pour que des enfants aillent en montagne. Je pense que c'est quand même un problème. Les questions aussi d'investir dans bien évidemment, dans l'agriculture, parce qu'on va aussi avoir besoin de manger demain en montagne. De pastoralisme, tout à fait. D'artisanat. C'est quand même fou de se dire qu'on est dans des territoires, par exemple, on a énormément de savoir-faire, on les a en grande partie perdu. Si je pense rien qu'au métier du bois, la transformation, l'artisanat autour du bois. Mais quand on vit en montagne, on devrait avoir tout notre mobilier qui est fabriqué dans notre massif ou à minima autour de chez nous. On n'a pas besoin d'acheter des choses à l'autre bout de la planète. Et il y a toutes ces initiatives quand même qui essayent de se lancer. Mais je trouve que malheureusement, elles sont pas assez accompagnées, elles sont pas assez valorisées. Et moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on les mette vraiment en avant et qu'on les soutienne.